Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré aux tensions entre la Chine et Taïwan, alors que hier soir, mardi, des troupes et des chars taïwanais ont effectué des manœuvres de tir réels sur l'île du Pingtung au sud, une île qui se trouve entre la Chine continentale et Taïwan. Lundi, c'est un drone militaire chinois qui est entré au sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, accompagné de 8 avions militaires. Plus de 446 avions chinois seraient entrés dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan au mois d'août. Des manœuvres militaires sans précédent, donc, organisées par Pékin pour protester notamment contre la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Alors, dans ce contexte de tension, des parlementaires français sont arrivés à Taïwan, une délégation européenne probablement la plus importante à se rendre sur l'île depuis la visite de Nancy Pelosi. Alors, est-on entré dans une escalade des tensions? Que représente Taïwan dans cette région Indo-Pacifique? Jusqu'où ira Xi Jinping? Quelle est la réponse américaine? Quelle est la position des Européens dans ce bras de fer entre Pékin et Taipei? Taïwan, jusqu'où ira Xi Jinping? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Bondaz. Bonsoir. Bonsoir. Chargé de recherche à la FRS, vous dirigez le programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Bienvenue dans le débat. Tamara Lui, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et vous êtes hongkongaise, ce qui est important sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le débat. À côté de vous, André Vallini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et également membre du groupe d'études Sénat-Taïwan. Bienvenue dans le débat, bienvenue à vous. Jean-François Di Meglio, bonsoir, économiste et président de l'Asia Center. Merci également d'être avec nous. Des troupes et des chars taïwanais ont donc effectué, je vous le disais, des manœuvres de tir réel sur l'île de Pingtung au sud, une île qui se trouve donc entre la Chine continentale et Taïwan. C'était hier soir. On écoute tout de suite le commandant taïwanais de la division blindée. Même si le gouvernement communiste chinois a récemment fait de nombreux gestes injustifiés à notre égard, dans le but de provoquer des conflits entre les deux parties, nous ne serons pas découragés. Nous nous préparons à la guerre, mais nous ne la cherchons pas. Nous nous battrons, mais ne cherchons pas les conflits. Nous poursuivrons l'entraînement pour élever les compétences de combat de chaque soldat. Nous demandons à nos compatriotes de croire et d'avoir foi en nous. Antoine Bondaz, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie escalade aujourd'hui des tensions? Est-ce qu'il y a un changement de ton du côté de Taipei? Il y a très certainement ce qu'on pourrait qualifier de quatrième crise dans le détroit de Taïwan, après les deux crises des années 50 et la crise de la fin des années 90. Mais c'est une crise qui a été initiée par la Chine en utilisant le prétexte de la visite de Nancy Pelosi sur l'île. Mais pour l'instant, du côté de Taïwan, la réponse, elle est extrêmement mesurée. Elle est ferme, mais mesurée. On l'a vu au mois d'août, l'objectif du gouvernement, mais aussi des armées taïwanaises, était de ne pas rentrer dans le jeu de la Chine, de montrer qu'ils étaient prêts à défendre le pays, mais qu'ils n'allaient pas chercher la provocation, qu'ils n'allaient pas chercher le contact avec les forces chinoises. Et donc ils sont restés mesurés hier soir également, d'après ce que vous dites. Oui, puisqu'on est sur le territoire de Taïwan, ce sont des exercices militaires relativement classiques. L'objectif, il faut bien le comprendre, c'est d'envoyer un message à la Chine, mais aussi d'envoyer un message à la population taïwanaise. Et on le voyait bien dans l'extrait, de convaincre la population taïwanaise que l'absence de réaction trop forte de l'armée taïwanaise, elle est voulue, elle est réfléchie. L'objectif, c'est d'éviter une escalade tout en démontrant la détermination et, c'est très important, les capacités de l'armée taïwanaise, puisque parfois certains peuvent en douter. Jean-François Di Meglio, donc pas d'escalade, c'est ce que dit Antoine Bondaz, vous êtes d'accord? Juste tension? On montre les muscles. Alors, la question, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans la situation où on était il y a 3 mois, pour des raisons qui viennent d'être rappelées. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la pression que la Chine a commencé à mettre au moment de la visite de Nancy Pelosi, et comme le dit Antoine, au prétexte de la visite de Nancy Pelosi, parce que ce qu'on a vu juste après la visite de Nancy Pelosi ne pouvait pas avoir été improvisé au moment où on a su que la sénatrice allait venir. Donc c'était prêt. Et la question, c'est est-ce qu'on a un effet de cliquet, à savoir que désormais, la barre est placée à ce niveau-là, donc d'une certaine façon plus haut, et le mot d'escalade doit être repris, que ce qu'on avait auparavant, ou bien, effectivement, est-ce qu'on va avoir des vagues d'accalmie, de moments plus apaisés,
c'est certainement pas la volonté de la Chine et ça dépend aussi de la situation intérieure chinoise. Il n'y a pas que la situation taïwanaise qui est le déclencheur de tout ce qu'on voit. Tamara Liu, vous êtes de Hong Kong. Est-ce que la reprise en main de Hong Kong par la Chine a fait changer l'attitude des Taïwanais ? Oui, bien sûr. Je pense que tout à l'heure, les deux invités, vous avez bien expliqué que l'attitude du gouvernement taïwanais, c'est de jouer sur la retenue. Surtout, ce qui parle souvent maintenant, c'est une expression très jolie, c'est l'élégance de hérisson. Comme hérisson, comme c'est protégé, comme prêt à se défendre. L'élégance du hérisson. Hérisson. Voilà. Donc c'est très joli, c'est une façon très parlante auprès de la population. Juste pour dire que l'armée taïwanaise n'est pas si faible que ça. Et c'est petite, mais c'est pas si faible que ça. Et surtout, ils sont très bien équipés. Et surtout, la population est très bien éduquée. D'une manière, on a vu, ils ont fait une simulacre d'exercice en grandeur nature fin juillet, en plein Taipei, la capitale de Taipei. C'est-à-dire qu'en cas de l'attaque, les populations commencent à se réfugier dans le souterrain, dans le métro. Il y a une calme. Et puis, il y a une sagesse des populations taïwanaises qui montre que on ne peut pas dire qu'ils sont prêts. Justement, ils prêtent à accepter le biais. Donc, cette attitude-là, depuis le problème de Hong Kong, 2019, je pense que le temps à faire son chemin et que les Taïwanais s'y préparent. Ils s'y préparent. André Valigny, vous êtes membre, je le rappelle, de la Commission des Affaires étrangères. Il y a des sénateurs français qui sont arrivés à Taïwan, comme Olivier Cadic, qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Il a dit « Taïwan n'est pas seul ». On va l'écouter, je vous ferai réagir. Un an après la démonstration est faite, j'avais aussi rappelé un proverbe chinois, une baguette seule est facile à casser, 10 baguettes ensemble sont dures comme fer. Et donc effectivement c'est le fait qu'on a vu depuis un an les pays se lever les uns après les autres pour marquer leur soutien à Taïwan. Et donc c'est véritablement quelque chose qui aujourd'hui progresse. On a vu la déclaration du G7 récemment, justement après la visite de Nancy Pelosi, puisque les décisions chinoises de leurs exercices militaires étaient vraiment injustifiées. C'était une véritable escalade. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la démonstration est faite que Taïwan n'est pas seul. Taïwan n'est pas seul. Pardon pour les problèmes de son. André Valigny, est-ce que vous êtes d'accord donc avec ce que vient de dire Olivier Cadic? Est-ce que c'est important d'être là-bas pour dire à Taïwan, vous n'êtes pas seul face à la Chine? Oui, c'est très important. Je pense qu'il faut saisir toutes les occasions qui se présentent de montrer notre solidarité à l'égard du peuple taïwanais, qui est un peuple courageux, un peuple qui fait face à une menace considérable, la menace chinoise. Et la diplomatie française, les diplomaties européennes, la diplomatie européenne, si elle existe, doivent saisir toutes les occasions, y compris la diplomatie parlementaire, si tant est qu'elle existe, toutes les occasions de montrer aux Taïwanais qu'ils ne sont pas seuls et que nous ne resterons pas sans réagir au cas où la Chine envahirait Taïwan. Vous êtes allé également, vous-même? Non, je n'y suis pas allé. Il est possible que j'y aille avant la fin de l'année, dans le cadre d'un autre groupe parlementaire, avec notamment le sénateur André Gattolin. Mais je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller chaque fois que l'on peut. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que Nancy Pelosi a eu raison d'y aller. Il ne faut pas céder aux intimidations chinoises. Certains qui disent que c'est une provocation, qu'il ne fallait pas justement qu'elle y aille. Non, ce n'est pas une provocation. Nancy Pelosi avait prévu d'y aller. Elle y est allée. Elle a bien fait. On va revenir justement sur Taïwan, sur le statut de cette île. 23 millions d'habitants, c'est une île qui n'a pas toujours été chinoise. On va revenir un petit peu sur son histoire parce que c'est important pour ce débat. Il y a eu 200 ans de domination chinoise des Mandchous, la dynastie des Qing. Vous allez bien sûr en parler, Antoine Bondaz, probablement mieux que moi. Mais elle a été aussi une colonie portugaise, elle a été une colonie hollandaise et elle a été livrée par les Chinois aux Japonais en 1895, donc après la défaite de la Chine contre le Japon. C'était l'ère Meiji. Donc il y a eu 50 ans de domination chinoise. En revanche, elle a été ensuite redonnée à la Chine du temps de Chiang Kai-shek après la défaite des Japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui veut bien dire, Antoine Bondaz, qu'en fait le droit international est du côté des Chinois dans cette histoire. C'est compliqué. C'est compliqué puisqu'il y a eu de grandes conventions et de grandes réunions, conférences internationales, la conférence de Potsdam, la conférence du Caire qui mentionne la question de Taïwan, mais à l'époque qui ne se prononce pas forcément sur l'appropriation en tout cas de Taïwan par rapport à un régime politique. Donc il y a évidemment sur le plan juridique quelque chose qui est un peu compliqué, mais ce qui est important... Un peu compliqué, en plus il n'est pas aux Nations Unies justement. Taïwan n'est pas aux Nations Unies. Taïwan n'a jamais été aux Nations Unies.
il y a toujours eu un siège de la Chine depuis 1945 aux Nations Unies. C'est pour ça qu'on parle d'une seule Chine. Par contre, le siège a été occupé de 1945 à 1971 par la République de Chine, Taipei, puis depuis 1971 par la République populaire de Chine, Pékin. Mais au-delà de cette seule Chine, les différents pays, notamment les États-Unis, le Japon, ne se prononcent pas sur la question de savoir si Taïwan fait ou non partie de la République populaire de Chine. Et c'est là toute la nuance. Dire Chine, dire République populaire, ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la politique d'une seule Chine aux États-Unis, au Japon et dans l'immense majorité des pays européens, c'est de considérer qu'il n'y a qu'une seule Chine. Nous avons tous des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Il n'y en a que 14 qui ont des relations avec la République de Chine. Mais on ne dit pas que Taïwan fait partie de la République populaire de Chine. On ne dit pas que Pékin a la souveraineté sur l'île de Taïwan. Donc il y a une sorte de sous-entendu. Oui, c'est une sorte d'ambiguïté, mais il faut maintenir cette ambiguïté. Parce que si on sort de cette ambiguïté, les risques sont considérables. Risque de la part de la Chine, si on reconnaît Taïwan comme un État indépendant, risque d'irriter, et plus que ça encore, la Chine populaire. Et pourtant, c'est ce qu'ils souhaitent. Hein. Enfin, manifestement, l'ambassadeur de Taïwan en France, qu'on a eu sur ce plateau la semaine dernière, eux aimeraient qu'on reconnaisse l'indépendance. Il faut mettre juste terminer. Nuance à ça, quand même. Hein. Je crois que pour le moment, l'ambiguïté est plutôt salutaire, y compris pour Taïwan. La grande habileté de la présidente élue au suffrage universel. Justement, on va revenir sur elle. Parce que ça a été justement d'être une personnalité élue pour sa modération au sein de son parti, qui est un parti souvent qualifié d'indépendantiste, et de ne jamais traverser la ligne rouge. Et précisément, cette ambiguïté, je ne suis pas sûr que même François Wu, le représentant de Taipei à Paris, ait envie d'en sortir de cette ambiguïté. Il a dit qu'il aimerait bien que Taïwan... Ce n'est pas l'instruction qu'il a. Il nous a dit qu'il aimerait que Taïwan soit aux Nations Unies. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que les Américains appellent l'ambiguïté stratégique. La question étant de savoir s'ils vont en sortir. Je voudrais revenir sur la question du droit que vous avez soulevée. Parce que, effectivement, Antoine Bondaz a rappelé que, du point de vue du droit, on pouvait, d'une certaine façon, interpréter que le droit était en faveur de la Chine. Mais ce qui est extrêmement ironique dans cette histoire, c'est si on regarde les autres conflits territoriaux ou les autres tensions territoriales qu'il y a dans la région. La mer de Chine du Sud, par exemple. Qu'a dit la Chine en face du droit international? Qu'a dit la Chine en face du tribunal d'arbitrage de La Haye lorsqu'on lui a dit qu'effectivement, l'histoire ne faisait rien à l'affaire, mais qu'il y avait un droit international. Elle ne l'a pas reconnu parce qu'elle a voulu que ce soit l'histoire qui prévale en disant « mais non, cette mer de Chine du Sud, elle est à nous historiquement ». Et donc l'histoire, en l'occurrence, c'est contraire au droit, mais dans cette situation, c'est la Chine qui se prévaut du droit, alors que dans la situation de la Chine du Sud, elle ne se prévaut pas du droit international. Mais est-ce qu'il y a une nation taïwanaise, comme on dit, bien sûr, nation pour moi, oui, il y a une partie de l'histoire qu'on a très peu mentionnée, c'est qui renversé la dernière dynastie Qing. C'est pas le communiste, c'est République Chine. Donc c'est Taïwan, c'est Kuomintang qui ont renversé la dernière dynastie. 1911, la création de la Chine, proprement dit, moderne, c'est par le Kuomintang et jusqu'au 49. Donc c'est parti de l'histoire. Sun Yat-sen. Oui, Sun Yat-sen réclame. Après, c'est des parties de Kuomintang, c'était la République de Chine. Donc c'est le Taïwan qui sont récupérés aujourd'hui. Cette nom, c'est entité. Donc si c'est parti de là, 1911 jusqu'au 49, si on ne reconnaissait pas la République Chine, l'existence, du coup, il y a une partie de l'histoire de Chine qui s'évaporait, qui était réécrit par les vainqueurs, donc la République populaire de la Chine. Est-ce qu'il y a une nation taïwanaise pour vous, sénateur? Une nation, ça dépend ce qu'on met dans le mot nation, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan Est-ce qu'elle serait prête à se battre contre la Chine, un peu comme les Ukrainiens se battent contre les Russes? Justement, je pense que l'exemple ukrainien est pertinent, parce que lorsque Poutine a décidé d'agresser l'Ukraine, tout le monde pensait, ou presque tout le monde pensait, qu'il n'en aurait que pour quelques semaines avant d'avaler une partie de l'Ukraine, voire l'Ukraine tout entière, y compris Kiev. Et on s'aperçoit 6 mois après que ça n'est pas si facile que ça, y compris pour la grande armée russe. Et je pense que les Chinois réfléchissent maintenant à 2 fois avant d'envisager, ce qu'ils ont quand même derrière la tête, avant d'envisager d'envahir Taïwan. Taïwan est bien équipé, Taïwan est soutenu militairement par les États-Unis, et demain, on dit qu'en 2025, l'armée chinoise sera prête. C'est ce que disent les Taïwanais, qu'en 2025, elle serait prête. Et je crois qu'ils vont réfléchir. L'exemple ukrainien
milite en faveur de Taïwan. Vous pensez la même chose, Antoine Bondaz? Parce qu'effectivement, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine. Est-ce que les Taïwanais donc, voient Hong Kong et la guerre en Ukraine un peu comme des exemples sur la manière dont d'ailleurs la communauté internationale va ou pas traiter ce problème de Taïwan? Hong Kong et l'Ukraine sont deux catalyseurs pour la société taïwanaise qui comprennent qu'un pays de système, c'est une utopie, c'est un fantasme qui ne peut pas fonctionner et que deuxièmement, il faut avoir les moyens de se défendre, y compris des moyens au niveau de la société. Mais pour revenir très rapidement sur la question de la nation taïwanaise et de l'identité taïwanaise. Parce que souvent, les diplomates chinois expliquent que les Taïwanais étaient favorables à la réunification avant, puis se considéraient comme chinois. Mais évidemment que dans les années 50 et 60, les Taïwanais se considéraient comme chinois. Puisque vous aviez un régime dictatorial qui imposait à l'école, dans toute la vie, le fait d'être les héritiers exactement de la Grande Chine, qui revendiquaient à l'époque, il faut le reconnaître, revendiquaient le territoire du continent. Mais tout cela a changé avec la démocratisation. Alors ça, c'est important. Il faut parler de cette démocratisation. La démocratisation a permis l'émergence d'une identité taïwanaise. Et la démocratisation s'est aussi faite du côté de Taïwan avec la constitution d'une véritable nation, puisqu'aujourd'hui, les Taïwanais ne revendiquent pas le continent, alors que les Chinois revendiquent l'île. Et c'est ça toute la différence. Les Taïwanais ne demandent qu'une chose, qu'on les laisse tranquilles, entre guillemets, qu'ils puissent continuer avec leur système politique, leur système social. Or, la Chine, aujourd'hui, communiste, veut prendre le contrôle de Taïwan. Jean-François Dumiglio, donc on se retrouve en fait dans un combat entre une démocratie et un régime autocratique, ou est-ce que ça va quand même plus loin cette nation taïwanaise? C'est pas seulement le régime politique. Je pense qu'au contraire, on ne peut pas aller plus loin que ce débat. Parce que pourquoi est-ce que, à 10 000 km de distance, avec la relative faible information, malgré les efforts que nous faisons tous, des populations européennes sur ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne pas simplement parce que, comme on vient de le dire jusqu'ici, il y a un conflit territorial, il y a des lois, il y a un historique, mais parce qu'il y a un système démocratique qui est le nôtre et qui est en partie plus avancé que le nôtre. On a une démocratie participative. Pourtant, elle date des années 2000, grosso modo, la démocratie à Taïwan. C'est le privilège de la jeunesse. 96. C'est le privilège de la jeunesse, c'est que vous pouvez inventer des choses qui ne sont pas inventées. Il y a un bipartisme, pour expliquer à nos téléspectateurs, grosso modo, le Kuomintang et le parti une démocratie participative avec un système qui a eu des heurts et des malheurs depuis 10 ou 15 ans, c'est-à-dire des systèmes de référendum auxquels vous avez accès très facilement, qui est en train d'être corrigé aujourd'hui, mais qui est un exemple de démocratie, pas simplement parce qu'ils sont en face de la Chine, mais parce qu'ils sont dans une région qui a une vraie aspiration démocratique. En Corée, au Japon, on a aussi une certaine forme de démocratie. Et c'est cela qui nous intéresse. Il y avait Hong Kong aussi. Voilà. Et c'est d'ailleurs un problème pour Pékin. C'est pour cela que ça nous concerne, que ça nous intéresse, et c'est pour cela qu'il est important effectivement que des personnalités comme le sénateur, qui représentent le système législatif qui nous est propre, avec 3 pouvoirs bien distincts, ce que parfois on ne comprend pas en Chine continentale, eh bien, tout ça est représenté à Taïwan comme chez nous. Et c'est bien pour ça que Taïwan est un irritant pour Pékin. La société taïwanaise, c'est une société de fait de culture chinoise, même s'il y a des influences également étrangères, japonaises, européennes et autres, qui a connu un régime autoritaire extrêmement violent. La terreur blanche à Taïwan dans les années 40, 50, 60 a fait des dizaines de milliers de morts, mais qui s'est démocratisé de l'intérieur. Et ça, pour le Parti communiste chinois, c'est un contre-exemple extrêmement gênant. C'est-à-dire que l'argument à Pékin de dire aujourd'hui la culture chinoise, les valeurs traditionnelles font qu'il faut un régime fort, qu'il faut assumer, entre guillemets, sans le dire, cette forme d'autoritarisme, Taïwan démontre qu'il y a un universalisme de la démocratie et qu'on peut évidemment être de culture chinoise et être démocratique. Si vous le permettez, allez-y. Je vais reprendre ma comparaison avec la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas une obsession, mais ce que vient de dire Antoine Bondaz va dans le sens de ce que je disais à l'instant, à savoir que ce qui a motivé Poutine, d'après ce qu'on peut savoir, c'est pas tellement le fantasme de reconstituer l'empire des tsars ou même la grande Union soviétique, c'est qu'il ne supportait pas que l'Ukraine, aux portes de la Russie, se démocratise, qu'elle devienne une sorte de modèle démocratique nouveau en Europe centrale et orientale. C'est ça que n'a pas supporté Poutine, parce que l'Ukraine et la Russie sont très proches. Chaque Russe a de la famille en Ukraine et inversement. C'est la même chose à Taïwan et en Chine. Les Chinois, les communistes chinois ne supportent pas la démocratie taïwanaise car ils ont peur d'une contamination, entre guillemets. Une contamination. Tara Liu, en tout cas, si je reprends les dires de la présidente de Taïwan, donc Madame Tsai, elle a écrit, il n'y a pas longtemps dans la revue Foreign Affairs, si Taïwan tombait, les conséquences seraient catastrophiques pour la paix régionale et le système d'alliance démocratique. Ce serait le signe que dans la compétition mondiale
mondial des valeurs, l'autocratie l'emporterait sur la démocratie. Donc là, elle essaye véritablement de mobiliser les démocraties, dont les États-Unis. Bien sûr, mais il y a aussi l'identité taïwanaise existe clair et bien et solidement. Surtout, il parlait la langue et il écrit non simplifié, donc une langue qu'il était perdue en Chine continentale, exactement comme Hong Kong. Donc c'est le langue qui préserve le maximum de culture traditionnelle chinoise. Et quand tous les grands écrivains chinois de Chine continentale, pour la première fois visité à Taïwan l'année 2000, il s'est étonné que une façon de civilisation préservée, la politesse, la façon de l'éduquer, la façon de garder la tradition chinoise qui persiste et qui reste sur cette île. Donc cette identité localiste, on peut dire ça, parce qu'ils ont leur propre, ils ont des indigènes, ils ont les gens qui viennent de l'extérieur, comme la Chine. Donc il y a ces mélanges, il y a cette vivre ensemble, c'est un terme qu'on parle beaucoup en France, mais ça existe à Taïwan. Et est-ce que le sentiment anti-chinois est suffisamment fort pour qu'effectivement ils se défendent s'il y avait effectivement une incursion chinoise? Mais il n'y avait pas jusqu'au maintenant. Ces sentiments, comme Antoine l'avait dit tout à l'heure, c'était les Taïwanais qui restent sur leur île, ils pensaient qu'ils sont tranquilles et qu'ils sont protégés par la mer, par tout l'ensemble. Ils ont toutes leurs ressources qu'il fallait. Et jusqu'à l'ouverture économique, quand les investisseurs taïwanais s'investissent en Chine, par exemple, notre iPhone, il est fabriqué et investi par un investisseur taïwanais. Donc, cette ouverture économique et l'échange civil entre la population, ça montre que les deux peuples s'entendent très bien et que ça peut être coexister. Donc, c'est la faute à qui? Xi Jinping? Antoine Bondas, pour faire simple. Juste pour reprendre, les Taïwanais ne sont pas anti-chinois. Les Taïwanais veulent juste préserver leur modèle, tout simplement. On n'a pas des Taïwanais qui vont en Chine en disant changez votre modèle, qui vont en Chine en disant on a des revendications territoriales. On a des Taïwanais qui disent nous sommes une démocratie, nous voulons la garder. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 2016, la Chine exerce une pression sur Taïwan depuis l'élection de la présidente Tsai Ing-wen qui est sans précédent sur le plan politique, est-ce que c'est économique. Elle qui en fait attise la colère le changement de Xi Jinping? Est-ce que c'est Xi Jinping qui dit de toute façon ça fera partie de la Chine et quoi qu'il arrive? Le changement du statu quo avant... aujourd'hui, il vient de Chine. C'est la Chine qui veut changer le statu quo. On le voit quand la Chine veut empêcher des parlementaires étrangers de se rendre à Taïwan. Et c'est vraiment ça l'enjeu, parce que pour Pékin, l'objectif, il est clair. C'est prendre le contrôle de Taïwan. Ce n'est pas réunifier, puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire. C'est prendre le contrôle, c'est l'objectif de Xi Jinping. Il ne peut pas le faire aujourd'hui par la séduction. C'était un des objectifs dans les années 2000. Ça ne marche plus. Donc il faut le faire par la coercition. Jean-François Dumiglione, mais pardonnez-moi, pourquoi est-ce que Xi Jinping aujourd'hui en fait vraiment une idée? D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu dire, il faut réunifier avant 2049 parce que ça sera le 100e anniversaire de la révolution communiste chinoise. Il y a de très bons ouvrages qui vous décrivent ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping. L'un de vos confrères a écrit quelque chose de remarquable, François Bouon. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping. En revanche, on peut imaginer qu'il y a des priorités d'ordre différent. Il est évident que tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la situation intérieure, en quelque sorte, de la Chine et sur les objectifs du Parti communiste est fondamentale. Néanmoins, il y a une dimension qu'on va certainement évoquer au fil de la conversation, qui est aussi la dimension géostratégique. La Chine, en fait, quand on regarde une carte, la Chine, on l'appelle Chine continentale précisément, et c'est pas un hasard. C'est qu'en fait, d'une certaine façon, quand vous regardez une carte, eh bien, elle est enfermée dans une masse continentale. Aujourd'hui, dans les conflits potentiels, ou en tout cas dans le jeu géostratégique, il est important de pouvoir sortir, comme on dit, dans les eaux bleues, et pas simplement dans les eaux brunes. Or, le collier d'îles qui commence à la Corée, qui continue avec Taïwan et qui continue un peu plus loin dans cette fameuse mer de Chine du Sud qui fait tant de peine à la Chine continentale, enferme la flotte chinoise, malgré sa capacité effectivement à sortir, elle en fait la démonstration, mais donc il y a des raisons géostratégiques, indépendamment de l'idéologie. Géostratégiquement, c'est important. Et puis, bien sûr, on va aussi parler du sujet technologique, puisque Taïwan, c'est une extraordinaire expérience de développement technologique. Et à ce jour, on n'a pas la preuve que, malgré les sommes très importantes et le retard accumulé en Chine, on puisse avoir en Chine un compétiteur efficace de tout ce qui est fait à Taïwan aujourd'hui. Donc il y a aussi cet objectif, probablement, même si c'est probablement aussi un objectif qui est ambigu, parce que se saisir de Taïwan ne veut pas forcément dire mettre un terme à la production de ces fameuses puces de TSMC ailleurs qu'à Taïwan. Et d'ailleurs,
ça fait peut-être partie des faiblesses du dispositif de défense taïwanais. En tout cas, ça fait partie des enjeux. André Valine, d'ailleurs, il y a des coopérations, d'après ce que disait le sénateur qui se trouve en ce moment sur place, justement dans le domaine des semi-conducteurs, avec la France, avec l'Europe. Oui, Taïwan a sur son territoire le leader mondial des semi-conducteurs, TSMC, qui est un modèle de réussite économique au niveau mondial. Mais je reviens d'un mot sur ce qui vient d'être dit, que je partage bien sûr. Taïwan est un enjeu géostratégique pour la Chine, un enjeu économique. C'est aussi un enjeu politique. On va voir ce que va dire Xi Jinping au congrès du Parti communiste qui s'ouvre très prochainement, parce que la Chine va moins bien économiquement, la Chine a des problèmes internes, la classe moyenne patine, si j'ose dire, au plan du niveau de vie, et je pense que, comme c'est toujours le cas, le dictateur Xi Jinping, je dis le dictateur Xi Jinping, va sans doute se servir à nouveau de Taïwan pour flatter le nationalisme chinois. N'oubliez pas qu'en 2020, je crois, le Premier ministre chinois a omis dans son discours de parler de réunification pacifique. Il a dit réunification tout court. On va voir ce que va dire Xi Jinping. C'est très intéressant parce que, je le répète, l'économie, c'est important. La stratégie, l'environnement, la mer du Sud, la mer de Chine du Sud, bien sûr. Mais la politique intérieure compte aussi beaucoup pour Xi Jinping. Les États-Unis, pour parler d'eux tout de même, évidemment, c'est stratégique, cette zone. Pour eux aussi, ils ont vendu pour 1,1 milliard de dollars d'armes à la République de Chine, donc à Taïwan. Ça, c'était la semaine dernière. Pourquoi, à votre avis, Tamara Lui, un tel engagement des Américains? On sent qu'il y a des dissensions tout de même entre Joe Biden, qui reste prudent, et par exemple quelqu'un comme Nancy Pelosi ou d'autres parlementaires américains qui, effectivement, vont sur place, qui veulent faire plus pour Taïwan. Forcément, les deux qui ne jouaient pas le même rôle. Pelosi, il n'a pas plus cette ambition d'être le président comme d'autres fois. Donc, elle fait c'est ce qu'elle veut. C'est une femme de force et de conviction. Et en même temps, Taïwan, l'USA, c'est toujours le refuge de Taïwanais, l'ensemble, qu'il soit le politique, même au sein de la population. Vraiment, le premier plus grand immigration de vague immigratoire des Chinois aux États-Unis, c'est taïwanais. Ce sont des Taïwanais. C'est taïwanais. Ils ont créé la première génération, ils ont fait les études. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de visages asiatiques au sein du gouvernement américain. Ils ont des origines taïwanaises. Donc, cette force constituée en Amérique, ça crée un retour au sein de pays taïwanais. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est toujours le rêve, en tout cas le rêve un peu plus dans la technologie, dans la connaissance pour les Taïwanais. Donc, la protection des Américains d'une manière qui soit historique ou dans le géostratégique des Américains, ça fait partie de l'enjeu pour les Américains. Alors justement, Antoine Bondaz, est-ce qu'effectivement les Américains s'engageraient jusqu'au bout s'il y avait un conflit militaire lancé par Pékin à Taïwan? Est-ce qu'ils iraient? Parce qu'il y a un acte, j'ai vu le Taiwan Relation Act de 1979, qui n'engage les États-Unis qu'à fournir à l'île des moyens de se défendre. Pour l'instant, on en est là. Alors, le Taiwan Relation Act va en réalité un petit peu plus loin. Il mentionne notamment qu'en cas d'embargo ou de blocus, cela constituerait une menace pour les intérêts américains dans la région et pour la stabilité régionale. Ce qui sous-entend que les Américains pourraient intervenir. Et c'est là l'ambiguïté stratégique des Américains. Aujourd'hui, si la Chine envahit Taïwan, je pense que personne ne doute à Taïwan ou aux États-Unis que les Américains interviendraient. Mais ils enverraient des boys. Alors la question, c'est ça. La question, c'est sous quelle forme? La livraison d'armes? Comme en Ukraine, par exemple? L'envoi de troupes? Est-ce qu'on détruit des équipements chinois dans le détroit? Est-ce qu'on va jusqu'à détruire sur le continent? Ça, c'est la vraie question. Et les Américains, sur ce point, n'ont jamais été explicites et ils ont toujours voulu garder l'ambiguïté. Si vous le permettez, Monsieur Bondaz, Joe Biden a eu une phrase au mois de juillet, je crois, pour dire « évidemment, nous interviendrons ». Bien sûr. Et ensuite, il a rétropédalé, si j'ose dire. Il a senti qu'il était allé un peu trop loin. Donc, il y a une ambiguïté qui est maintenue par les Parce que l'objectif, c'est de la maintenir. Oui. George Bush, en 2001, dit « Nous défendrons Taïwan », et c'est une expression qui est restée extrêmement connue, « whatever it takes », quoi qu'il en coûte. Les Français connaissent cette expression. Et donc, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'ils interviendraient. La question, c'est sous quelle forme. Mais surtout, la priorité des priorités américaines, c'est d'éviter d'avoir à intervenir. Voilà. C'est de livrer notamment des armes. On parle d'1 milliard. En réalité, ce n'est pas beaucoup. En 2010, la seule année 2010, plus de 10 milliards. 2016, plus de 10 milliards. Donc, c'est des montants qui sont assez faibles pour l'instant. La vraie question pour les Taïwanais... Qui montent en puissance, si je comprends bien. Qui montent en puissance, mais la question pour les Taïwanais, c'est quels sont les types d'équipements qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il faut des choses très visibles pour rassurer la population taïwanaise? Et c'est important. Ou est-ce qu'il faut des capacités avant tout asymétriques, de plus petite dimension, très mobiles, qui, dans le cadre d'une guerre face à un géant militaire chinois, en termes de masse, seraient très utiles?
Et encore une fois, cet objectif américain d'éviter un conflit, c'est l'objectif de la France. C'est l'objectif des Européens de dire, et c'est l'élément de langage que Anne-Claire Legendre utilisait sur votre chaîne hier, l'objectif de la France, c'est de maintenir le statu quo et de s'opposer à tout changement unilatéral et par la force de ce statu quo. Jean-François Di Miglio, alors justement, cette île, elle est très montagneuse. Est-ce qu'elle serait extrêmement difficile, si on parle juste d'un point de vue militaire, pour les Chinois de l'envahir? Parce que la question que j'avais en 1949, lorsque Chiang Kai-shek est parti avec, il y avait quoi, 1 million et demi de Chinois qui sont partis avec lui en 1949, au moment où Mao remporte la bataille. Eh bien, à ce moment-là, Mao a renoncé, ou pas? Enfin, il n'y est pas allé. Il n'a pas conquise cette île. Oui, alors, comme on l'a rappelé, il y a eu ensuite les crises des années 50, c'est-à-dire qu'on avait une espèce de jeu de rôle pendant lesquels on avait cette alternance de bombardements. Il y avait un jour pair où une partie bombardait l'autre. Mais effectivement, il y a eu, comme d'ailleurs au moment de la révolution culturelle en face de Hong Kong, la révolution culturelle s'est arrêtée aux portes de Hong Kong. Il y a eu quand même eu, à une certaine époque, je ne dirais pas une prudence, mais en tout cas un calcul relativement rationnel du coût-avantage de la part des communistes pendant très longtemps. Et Mao, qui est un stratège, a très longtemps, effectivement, penché de ce côté-là. Ça peut expliquer, effectivement, ce qui s'est passé jusque-là. C'était la situation jusque-là. Je voudrais revenir sur le Taiwan Relations Act et ce qu'il contient et ce qu'il peut entraîner. Parce que, effectivement, l'Europe a fait une très bonne déclaration, en tout cas la France, à travers la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, mais nous n'avons pas l'équivalent. C'est très difficile, bien sûr, de concevoir un équivalent dans la mesure où nos relations historiques avec Taïwan ne sont pas celles des États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas un acte, il n'y a pas un acte européen avec Taïwan. Puisque nous avons un sénateur en face de nous, je pense qu'il y a un travail à faire du point de vue législatif et diplomatique aussi pour trouver la phraséologie correcte, qui ne soit pas une phraséologie provocatrice, mais qui néanmoins affirme de façon irréfutable que ce que nous disons lors de tel ou tel événement puisse être suivi des faits. C'est-à-dire oui, un Taiwan Relations Act à l'européenne. Nous y employons chaque fois qu'on le peut au niveau du Parlement français, au Sénat. En tout cas, nous avons voté en 2021, je crois, une résolution. J'étais intervenu à la tribune sur ce sujet. Une résolution qui exigeait que la Chine accepte que Taïwan puisse siéger à l'OMS, à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, aux organisations internationales sur le climat, car il faut savoir que la Chine interdit à Taïwan de siéger dans ces organisations internationales au prétexte que ce n'est pas un État souverain. Or, s'il y a un pays qui a particulièrement bien réussi en matière de lutte contre le Covid, c'est Taïwan. Donc on a pris une résolution pour demander que Taïwan puisse siéger à l'OMS. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Nous devons multiplier toutes les initiatives possibles, vous avez raison, M. Di Miglio, pour dire à Taïwan, nous sommes avec vous, et pour faire réfléchir Xi Jinping. Parce que vous avez raison, Mao a fait un calcul coût-avantage d'une intervention, d'une invasion de Taïwan. Xi Jinping fait la même chose que Mao, à mon avis. Et si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous devons aider Taïwan à préparer une invasion pour dissuader les Chinois d'envahir Taïwan. Tamara, il faudrait un texte, par exemple, européen, justement, qui puisse réguler, entre guillemets, les relations entre... J'en suis pas sûre. Les Européens et Taïwan ne sont pas très friands, pas ce courage-là. Peut-être il faut du courage, c'est ce que vous dites. Non, mais précisément, si vous voulez, au moment, justement, où Xi Jinping va rencontrer Poutine, j'entendais sur une chaîne où j'intervenais qui n'est pas la vôtre cet après-midi, une espèce de fatalisme de l'avancée inexorable des régimes forts. Et on nous disait, voilà, ces régimes forts, finalement, les interlocuteurs disaient, imposent leurs lois. Mais nous avons des lois, nous avons aussi la capacité de les rédiger de façon subtile, sans être provoquant, et de trouver la bonne voie pour s'exprimer. Il y a eu un point, je veux rajouter, c'est-à-dire les Américains n'ont pas envie, sans doute aucune envie de mettre leur poids sur le territoire en Asie, mais en même temps, ils essayent d'inciter les autres pays asiatiques à se protéger, se réarmer, comme le Japon, donc il y a un très bon exemple, et qu'ils ont, la base américaine, il est déjà installé en Corée du Sud. Donc tous ces parties-là, l'Indo-Pacifique, ça sera un point de bascule pour tous ces enjeux géopolitiques. Donc les Américains, je pense qu'ils ont déjà bien préparer le terrain. Non, mais là, on parle de l'Europe.
Oui, mais les Américains aussi, c'est important. Il y a une course aux armements pratiquement aujourd'hui dans cette zone aujourd'hui. Déjà, les USA avec la Corée du Sud étaient très bien collaboré depuis bien longtemps que les Européens n'ont pas encore mis le pied. L'Europe est en retard sur les États-Unis, sur la lucidité à l'égard de la Chine populaire, à l'égard de la Chine communiste. Avec tous ses défauts, Trump a eu au moins ce mérite, et Dieu sait si, comme beaucoup, j'exècre Trump et sa façon de faire de la politique, il a eu un avantage, c'est qu'il a ouvert les yeux des Américains et des Européens sur la menace chinoise. La menace commerciale, il a sanctionné d'un point de vue économique, sénateur. Économique, mais aussi stratégique et militaire. Alors les Américains ont de l'avance sur nous, ça remonte à Obama, hein. Ce qu'on a appelé le pivot vers l'Indo-Pacifique, c'est Obama le premier qui a dit aux Européens « débrouillez-vous vous-même, maintenant on va s'occuper de l'Indo-Pacifique ». C'est Obama qui a commencé, Trump a continué, ça continue avec Biden. Il faut que les Européens fassent davantage preuve de lucidité. Ça a commencé, mais ça veut dire quoi dans les actes? Ça veut dire effectivement prendre un certain nombre de sanctions économiques. On sait que franchement, c'est quoi? La Chine est le premier partenaire commercial de l'Europe. Je pense que la question, c'est pas de prendre des sanctions. C'est pas de rentrer dans un jeu où on prendrait des sanctions, la Chine prendrait des contre-sanctions. C'est de changer un peu le logiciel et le débat. Premièrement, qu'il y ait un débat en France sur notre relation avec la Chine. C'est un grand absent des enjeux au sein des partis politiques. Il n'y a pas de débat sur la relation qu'on a avec la Chine. Alors même que André Vallini va vous dire le contraire. Mais alors même que la Chine aujourd'hui... Ça commence. Mais il y a le soutien unilatéral de nos hommes politiques envers la Chine aussi. Mais aujourd'hui, la Chine, il faut que les Français comprennent. La Chine, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. 30% des émissions de gaz à effet de serre. Vous ne pouvez pas avoir une diplomatie climatique qui n'inclut pas la Chine. La Chine... Donc ça veut dire qu'il faut discuter avec la Chine. Ce qui est produit en Chine a un impact sur les emplois en France, sur l'inflation ou pas en France. C'est-à-dire que le facteur chinois, il est fondamental. Et aujourd'hui, pendant des années, on a considéré qu'on pouvait convaincre la Chine, par exemple, d'aller vers davantage de réciprocité. Ça n'a pas marché. Naïveté. Et ça n'a pas marché pendant 20 ans. Donc on a été naïf. C'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Et donc aujourd'hui, au niveau européen notamment, l'objectif, c'est faire de la réciprocité vers le bas. Si la Chine n'ouvre pas ses marchés, on va contraindre l'accès à nos marchés du point de vue de l'arrivée des Chinois. Ça peut être sur la question du contrôle des investissements, sur le mécanisme anti-coercition, sur l'accès aux marchés publics, etc. C'est des sujets qui sont discutés en ce moment même au niveau de la Commission. Certains ont déjà été adoptés. Mais l'objectif, c'est d'avoir une discussion lucide sur, évidemment qu'il est important d'avoir des relations avec la Chine, mais il faut être lucide sur ce que nous pouvons obtenir et sur la façon surtout de l'obtenir. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Il faut changer. On a été naïf trop longtemps à l'égard de la Chine. On devient lucide. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais les Européens, les Français, mais pas seulement. Vous savez, le problème de l'Europe, c'est qu'on est 27 et qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et notamment en Europe centrale et orientale, certains pays sont soumis à une influence chinoise grandissante. Et ça, c'est un vrai souci pour l'Europe occidentale. Et puis les Allemands ont quand même un certain nombre d'accords économiques avec la Chine. Donc là-dessus, ils se distinguent aussi. Et puis au niveau français, il faut être très clair, il y a le niveau très politique, il y a le niveau des administrations. Vous pouvez écouter le secrétaire général à la Défense et la Sécurité nationale, qui était en audition de mémoire au mois de juillet à l'Assemblée nationale, qui parlait de l'espionnage chinois à tire-larigot. C'est l'expression qu'il a utilisée. Le fait, et c'est sorti dans la presse, que la DGSI, en matière de contre-ingérence économique, par exemple, est beaucoup plus active qu'auparavant. Donc les choses sont en train d'évoluer, mais disons qu'on n'a pas forcément encore le débat vraiment politique sur la relation avec la Chine, elle est compliquée. Nous n'avons pas obtenu de concession, il va falloir changer, parce que la relation de fait, même si on ne le souhaite pas, va devenir de plus en plus confrontationnelle, même si ce n'est évidemment pas l'intérêt de personne qu'il y ait une guerre, et ce n'est évidemment pas le sujet. Jean-François Dimégueux, justement, il nous reste 5 minutes. Est-ce que la guerre est inévitable tout de même? Est-ce que Pékin finira par envahir Taïwan? Bon, il faut relire Giraudoux, qui lui était persuadé qu'à partir d'un certain moment, la guerre était inévitable. Mais heureusement, il s'est passé à peu près 80 ans depuis Giraudoux. Je pense qu'un certain nombre de crises, que ce soit des crises financières, que ce soit des crises climatiques ou sanitaires, ont démontré qu'on avait appris des choses quand même depuis 60 ou 70 ans. Donc il faut faire confiance effectivement à la connexion d'un certain nombre de bonnes volontés, y compris en Chine. Je veux dire, la Chine a une très longue histoire derrière elle, mais elle a aussi une très longue histoire devant elle. Et quand on maintient le dialogue avec la Chine, c'est aussi parce qu'on pense à la Chine du futur. Et c'est à celle-là aussi qu'on s'adresse, les jeunes en particulier. Mais on sait très bien que tout ça, c'est une communication. C'est une communication envers la population chinoise aussi, qui sont complètement en berne. Les Chinois, les jeunes aujourd'hui, ils ont 4 aspirations, c'est-à-dire ne pas se marier, ne pas faire des enfants, ne pas acheter de maison et ne rien faire. Donc, vis-à-vis d'une situation, une population, une jeunesse qu'ils ont en berne complètement à ces points-là, la seule chose, c'est pour poster
leur envie, c'est le nationalisme. Donc je pense que ça, on verra peut-être avec le temporaire un peu, et puis on verra sans doute la situation évoluer. André Vallini, oui, une guerre inévitable. Sur le nationalisme que veut flatter Xi Jinping, on vient de citer Giraudoux, moi je remonterai beaucoup plus loin encore, je vais citer Thucydide, le fameux piège de Thucydide. Quand une puissance impériale voit un rival monter en puissance, donc les États-Unis voyant la Chine monter en puissance, il est inévitable, disait Thucydide à l'époque de la Grèce antique, il est inévitable qu'un conflit éclate entre ces deux géants. Et je pense que Taïwan pourrait être, hélas, l'objet de ce conflit. Antoine Bondage. Je vais faire une réponse de politiste. La guerre, elle est toujours évitable parce que c'est une décision politique. Et donc, c'est aux dirigeants d'éviter qu'il y ait un conflit. Et aujourd'hui, le rôle de la France et de l'Union européenne, en accord et en coordination avec d'autres pays, c'est de convaincre la Chine que ce n'est pas dans son intérêt d'essayer de changer de façon unilatérale et par la force le statu quo. Est-ce que la Chine les écoute ? L'Europe est puissante, et les États-Unis sont puissants, d'autres pays sont puissants. Et en tout cas, on doit contribuer, même si notre rôle n'est pas un rôle primordial, on doit contribuer à essayer de maintenir ce statu quo. On se souvient en tout cas que cette guerre, elle est tout à fait possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Bondaz, Tamara Lui, merci à vous, André Vallini, merci Jean-François Di Meglio. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.